Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait le mari idéal d'après Marié au premier regard? Moi, oui. Et j'ai un petit air de déjà-vu sociologique. Année après année, saison après saison, Marié au premier regard nous présente un homme qu'on a l'impression sorti toujours du même moule. Une sorte de clone, de réplique d'un homme un petit peu idéal ou idéalisé. Protecteur, taiseux, musclé, fiable, mais qui n'exprime pas trop ses émotions. Bref, on n'est absolument pas dans une diversité des personnalités et encore moins dans une diversité des représentations de la masculinité. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se questionner sur pourquoi ce modèle est construit dans l'émission et surtout pourquoi la production y tient autant. Je m'appelle Juliette et sur cette chaîne Désillusions d'amour, j'analyse les relations amoureuses dans la télé-réalité française. Bonne écoute! Marié au premier regard est ce qu'on pourrait appeler une fiction sociale autant qu'une émission de rencontre. Dans cette fiction, un des premiers rôles, celui du mari idéal, correspond à un archétype. Stable, fiable, mais distant. Dans un article d'Arrêt sur Image, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos, les journalistes expliquent que on pourrait comparer cette émission à un roman photo tellement tout est explicite, tout est imagé. On pourrait presque regarder l'émission sans le son, on comprendrait quand même plus ou moins tout ce qui s'y passe, parce qu'elle répond à énormément de codes et de stéréotypes. Et pour ce qui est du rôle du mari idéal, on retrouve en fait la figure du breadwinner, ou aussi appelé du provider, c'est-à-dire cet homme qui a une carrière établie, qui a déjà un peu de stabilité dans sa vie, de stabilité financière aussi, et qui va venir être le pourvoyeur de ressources dans la famille, de ressources financières, de ressources économiques. C'est lui qui permet de payer le pain, tout simplement, breadwinner. Et la figure qui va être corrélée, qui va être en complément, c'est forcément la figure de la femme au foyer. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur cette figure, justement, du mari parfait selon Marié au premier regard. Et ce qui est intéressant aussi avec cette figure du breadwinner ou du pourvoyeur, c'est que on va beaucoup s'attacher en fait à ce qu'il va pouvoir apporter matériellement ou physiquement aussi. Son physique est important, en tout cas dans l'émission Marié au premier regard, et moins à ce qu'il va pouvoir apporter émotionnellement, au soutien émotionnel qu'il va pouvoir être pour sa partenaire. Avant de continuer et de prendre des exemples justement de ces dernières saisons d'hommes qui pouvaient rentrer dans cette case un petit peu mari idéal selon Marié au premier regard, je voudrais bien préciser que c'est pas forcément ce qu'ils sont au fond d'eux, qu'ils ne se résument pas qu'à ça, ces personnes, mais que c'est ce que l'émission choisit un petit peu de nous montrer, choisit un peu de simplifier qui ils sont autour de cette figure et de cet aspect de ils sont protecteurs, ils sont stables financièrement et ils correspondent à ce stéréotype, cet archétype du pourvoyeur. Laurent et Malik de la saison 9, Florian de la saison 8, Maximilien de la saison 7, Damien de la saison 6, et je pourrais continuer cette liste encore longtemps. Des hommes qui correspondent à ce prince en costard de mariage, à cet archétype du mari idéal d'après Marié au premier regard. Ils sont calmes, ils sont établis financièrement, sportifs et surtout, ils ne parlent pas trop. Dans l'article de Arrêt sur Image, la journaliste note que le casting se fait probablement avec cette ligne directrice. On recherche des femmes qui ont besoin d'être rassurées et des hommes qui se doivent d'être rassurants. Et à force, on finit par croire que c'est ça un couple, que être un mari, c'est ça, c'est correspondre à cet archétype qu'on nous présente. On se dit que surtout, un mari ne doit pas trop parler de ses peurs, pas trop montrer ses hésitations et surtout ne pas trop sortir de ce cadre. Je voudrais un petit peu approfondir l'exemple de Malik, qui correspond en tout point pour moi à cet archétype du pourvoyeur et de l'homme stable, fiable, mais un petit peu trop discret sur ses émotions et ses ressentis. Malik, on l'a vu dès le début, il a plu à Clémence parce qu'il était calme, posé, qu'il était stable aussi, qu'il savait ce qu'il voulait. C'était un homme qui avait un peu plus de 40 ans, qui était bien établi professionnellement, qui avait déjà eu aussi un enfant, donc qui avait le sens des responsabilités, ce qui était très recherché. Par contre, il savait montrer son amour à Clémence, montrer son affection à Clémence par des petites touches, mais il était
extrêmement discret. On ne l'a quasiment jamais entendu parler de ses émotions, de son ressenti. Il le confie lui-même au moment du bilan. Il dit c'est très difficile pour moi de se confier, de s'ouvrir. Et apparemment, ce n'était pas que lié à la présence des caméras, mais c'était un vrai sujet dans sa vie. Il a quand même fait un petit effort pour lui dire tu es la femme de ma vie, tu es la femme que j'attendais, mais déjà ça sonnait un petit peu faux. Et quand on connaît la suite de l'histoire, on se rend compte que bon, c'était pas très naturel pour lui de faire ce genre de compliments. Et Malik, en fait, justement, c'est le fait qu'il soit un petit peu incapable, ou en tout cas qu'il n'ait pas réussi dans ce contexte-là à s'ouvrir, à écouter, à faire part de ses émotions, à lui aussi peut-être un petit peu demander d'être rassuré par sa partenaire, qui fait que il y a eu en fait ce déséquilibre total et un petit peu cette illusion dans laquelle a vécu Clémence, qui n'était absolument pas en phase finalement avec ce qu'était en train de vivre Malik, parce que lui ne s'exprimait pas, n'a pas fait part de ses sentiments parce que c'était pas dans la fiche de poste, si je peux le dire comme ça, et Clémence ne l'a pas non plus sollicité là-dessus, puisque idem, il était pas là pour ça d'une certaine manière. Et c'est là qu'on voit que c'est problématique, parce que à force d'étouffer ses sentiments, de ne pas les exprimer au prix d'être solide, d'être fort, d'être musclé, forcément c'est un petit peu problématique. Donc je dirais que dans cette émission, ceux qui correspondent à cette figure, ils ont deux solutions. Soit ils s'y tiennent extrêmement fortement parce que c'est aussi qui ils sont en dehors de l'émission, et le couple s'essouffle, finit par s'affaiblir parce que c'est compliqué de tenir sur la durée, soit ils arrivent à un petit peu contourner, à peut-être se confier, s'exprimer hors caméra ou après l'émission pour pouvoir quand même un petit peu replacer le dialogue, l'expression de leurs sentiments, de leurs besoins, et ne pas juste se contenter d'être cette figure fictive du partenaire solide et impassible face à n'importe quelle chose qui lui arrive, de ne pas juste être un roc pour leur partenaire féminine. Prenons maintenant ceux qui ne rentrent pas dans ce moule-là. Alors je pense à Loïc de la saison passée, qui était marié à Ophélie et à qui on a reproché d'être très distant, très discret, qu'il ne savait pas forcément prendre les choses en main, qu'il était trop intimidé par sa partenaire. Bref, il n'était pas assez stable, rassurant et protecteur. Les trois grandes qualités, on va dire, qu'on attend du mari idéal selon Marié au premier regard. Et je pense aussi à David de cette saison, sur lequel je voudrais revenir un peu plus en détail. David, on nous l'a présenté comme un homme sensible, un homme à l'écoute, mais d'une certaine manière, on nous l'a présenté aussi un peu comme un homme trop fragile, trop à l'écoute de ses émotions et pas assez dans l'action, pas assez meneur des choses, presque pas assez viril. David, il était trop émotif, il avait trop de doutes qu'il osait exprimer en plus, enfin je dis ça bien sûr en rigolant, qu'il exprimait, et c'était très bien qu'il l'exprime, ça le rendait très touchant et très attachant aussi comme personnage, et ces comportements-là, on lui a fait payer, et quand je dis on, je parle à la fois des expertes qui ont été quand même assez dures avec lui en lui disant qu'il ne prenait pas les choses en main, qu'il ne s'imposait pas assez, qu'il ne menait pas assez la relation, qu'il n'avait pas, enfin bref, il avait tous les torts, qu'il n'avait pas bien dit les choses, il mettait pas les points sur les i quand il fallait mettre les points sur les i. On lui a vraiment reproché ce côté qu'il ne correspondait pas vraiment à ce moule. Et qui d'autre lui a reproché? Ce sont les téléspectateurs et téléspectatrices. Pas tous bien sûr, mais certains ont dit des choses sur lui. Alors j'avais regardé dans les commentaires sous la vidéo que Marina avait fait chez Samzira, certains commentaires qui disaient que David avait une trop grande part féminine, qu'on pouvait même se demander si David n'était pas peut-être homosexuel mais refoulé, parce qu'il était quand même un petit peu loin de ce modèle finalement. Et en fait, on va venir tout de suite suspecter un homme qui ne correspond pas au modèle imposé, de cacher quelque chose, d'être suspect, soit parce qu'il ne dit pas tout sur sa personnalité, soit parce qu'il a une stratégie, soit tout simplement d'être un petit peu défaillant. Et ce modèle, il est aussi problématique parce que, comme je le disais tout à l'heure avec l'exemple de Malik et Clémence, il va desservir les couples eux-mêmes aussi. Parce qu'à un moment, il faut pouvoir parler de ses ressentis, de ses émotions dans une relation pour pouvoir avancer. Il faut aussi qu'il y ait un équilibre. Et surtout, pour créer des belles histoires, il faut des histoires aussi uniques. On ne peut pas reproduire toutes les mêmes histoires année après année. Et donc, il faut chercher des personnalités originales, uniques, qui vont pouvoir se rencontrer réellement, créer des histoires qui leur appartiennent, qui ne
rentrent pas dans des cases, qui ne correspondent pas à des moules, mais qui juste sont des histoires, des preuves d'amour un petit peu libres et libérées. Un couple, vraiment, ça se construit à deux. C'est pas juste la femme fait le travail émotionnel et l'homme fait le travail, on va dire, économique et financier. Il y a vraiment besoin d'échanges. C'est pas non plus un homme protecteur et une femme fragile. C'est pas ça, en fait. Il y a certains couples qui peuvent peut-être correspondre à ce modèle. En plus, est-ce que ce sont les couples les plus heureux, les plus sains? C'est pas vraiment certain du tout. On a vraiment besoin de deux personnalités qui vont venir à égalité dans une relation, qui vont chacune avoir leur histoire et qui vont pouvoir communiquer, qui vont pouvoir s'ajuster mutuellement, qui vont pouvoir créer petit à petit leur histoire qui leur appartient, qui leur ressemble. Et en plus, ça sera bien plus intéressant pour nous téléspectateurs et téléspectatrices d'être témoins de ce genre d'histoire unique et réelle plutôt que d'histoires qu'on essaye de faire rentrer dans des cases, dans des moules, pas forcément très pertinents en plus. Moi, j'ai un rêve, enfin un petit rêve, un rêve qui concerne la télé-réalité, mais un rêve quand même. Un rêve qu'on nous présente une plus grande diversité des personnalités et des versions de masculinité qui existent dans les dating shows. Je trouve que ça commence peut-être petit à petit à arriver aux États-Unis, parce que forcément, c'est un pays qui est plus grand, la télé-réalité y est plus développée, donc les choses avancent peut-être un tout petit peu plus vite, et j'aimerais que ça arrive en France aussi. Je pense notamment à l'émission Love is Blind, donc qui correspond un petit peu à Marié au premier regard, sauf qu'on rencontre son partenaire sans le voir, juste en discutant avec lui avant de se fiancer, de le découvrir enfin. Mais c'est une émission de rencontre aussi, et c'est une émission dans laquelle on a une plus grande diversité d'hommes, je trouve, et de représentation de la masculinité. Déjà, on a une plus grande diversité sociale, et on a aussi parfois des hommes qui pleurent. Ça arrive parfois dans Marié au premier regard, mais encore, j'ai eu du mal à me souvenir d'un moment où un homme a pleuré dans Marié au premier regard à cause de ses émotions. Si vous avez un souvenir, vous, d'un homme qui, à un moment juste, s'est lâché, a ouvert ses émotions, je serais curieuse que vous me le rappeliez, parce que j'ai peut-être zappé, j'ai peut-être la mémoire sélective parce que je voulais venir poser mon propos ici, mais... En tout cas, j'ai le souvenir dans Love is Blind que des hommes pleuraient à la télé, même des hommes noirs pleuraient à la télé. Je me souviens de Marshall qui en plus en avait fait un petit peu une revendication aussi de dire moi je veux être un modèle d'homme qui pleure à la télé pour des raisons sentimentales, et en plus un homme noir pour être un modèle pour que les enfants, les jeunes, enfin tout le monde se dise mais donc c'est possible. Et c'est ce qui nous manque vraiment actuellement dans Marié au premier regard, mais aussi dans nos autres téléréalités françaises. Je mettrais peut-être un peu de côté L'amour est dans le pré, qui est quand même un peu particulière, où j'ai l'impression d'avoir déjà vu des hommes pleurer, mais encore une fois, j'arrive pas à avoir des souvenirs précis. Mais voilà, on a besoin, pas forcément d'hommes qui pleurent, mais juste qui sont plus à l'aise avec leurs émotions. Et surtout, on a aussi besoin, parce que c'est le cas dans Marié au premier regard, d'expertes qui ne vont pas condamner ce genre de comportement. Un homme qui doute, c'est normal, il a le droit, et d'exprimer ses doutes aussi, et de ne pas avoir envie de faire le premier pas aussi. J'aurais voulu que l'histoire de David, on la laisse à une histoire d'amour qui n'a pas marché, un rendez-vous manqué, et pas une absence de prise en main des choses de la part de David, ou un blocage de la part de Marina, mais ça c'est une autre histoire. Marié au premier regard, c'est une émission que j'adore analyser parce qu'elle nous dit beaucoup sur nous et sur notre société. Mais quand je vois année après année le même modèle masculin valorisé, et aussi les mêmes modèles qui ne rentrent pas forcément dans ces cases-là, un petit peu dénigrés, je me dis qu'on peut faire beaucoup mieux, et qu'on mérite mieux aussi. Alors dites-moi en commentaire, j'ai plein de choses à vous demander là. Interro surprise. Première chose, si vous avez des souvenirs d'hommes qui pleurent dans Marié au premier regard. Et pas les papas, ça c'est autre chose. Les hommes, les mariés. Pas la famille, etc. Non, les mariés. Est-ce que vous avez des souvenirs d'eux qui pleurent, alors pas forcément le jour du mariage, mais pendant la fête, pendant des moments où ils se livrent à leur femme? Dites-moi ça. Deuxième chose que je vous demande, est-ce que vous avez aussi ce ressenti-là, ou est-ce que vous trouvez que j'exagère un peu le trait? N'hésitez pas à me dire, je serais ravie de vous lire et d'avoir des propos qui vont venir un peu contrer, nuancer ou confirmer ce que je viens de vous expliquer. Et troisième chose, quel comportement vous aimeriez bien voir dans le casting? Quel type d'homme peut-être vous souhaiteriez aussi trouver? Peut-être quelqu'un de plus déluré, quelqu'un de, je sais pas, quel type d'homme vous souhaiteriez peut-être avoir dans un prochain casting de Marié au premier regard? Je vous remercie de m'avoir écouté, et si ça vous a plu surtout, et que c'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner. C'est une grande manière de me soutenir et ça compte beaucoup pour moi, et je vous dis à très vite.